J'ai trouvé une invitation d'anniversaire de ma meilleure amie chez mes parents. Elle a disparu pendant 3 ans. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand mes parents m'ont appelé pour demander à la maison. 3 ans après mon départ, ils ne m'ont jamais appelé, même pas pour mon anniversaire ou pour Noël. Quand je suis arrivé, tout était exactement comme je m'en souvenais. Donc, quand j'ai vu un morceau de papier effrayant traîner devant la porte du sous-sol que mes parents m'ont dit de ne jamais ouvrir, eh bien, il s'est distingué. Chaque instinct de mon film d'horreur m'a dit de l'ignorer, d'écouter mes parents, de prétendre qu'il n'y en a pas. Mais ça m'a mis dans le pétrin. Je suis descendu et je l'ai ramassé. C'était une invitation sale écrite sur du papier à la ferraille qui disait « Vous êtes invité à la fête d'anniversaire de chérie ». Aujourd'hui, en bas, l'encre était encore fraîche. Mes mains ont commencé à trembler. Chérie était un ami proche qui avait disparu juste après mon départ pour l'université. Toute la ville la cherchait. Même mes parents sont sortis aider à mettre des affiches manquantes dans le quartier. C'était le niveau suivant. J'ai appelé mon ami Roger qui vivait quelques maisons pour voir ça parce que honnêtement j'étais à moitié convaincu de perdre la tête. Roger regarda l'invitation et me siffla. Waouh, ça s'effrite sérieusement. Où l'avez-vous trouvé, demanda-t-il. Je l'ai conduit au sous-sol et il a frappé à la porte. Bonjour, on est là pour la fête, a-t-il plaisanté. J'ai tenu mon souffle, espérant qu'il n'y aurait même pas de réponse. Il n'y en avait pas, d'accord, ça suffit, j'ai commencé à dire, mais Roger m'a arrêté. Il a sorti un petit outil de poche et a commencé à ramasser à la serrure. Roger, qu'est-ce que tu fais? Je siffle. Mes parents ont dit que le sous-sol était plein d'amiante. Vous essayez de nous faire tuer? Mais il a continué à travailler avec la serrure, complètement concentré jusqu'à ce qu'il s'ouvre et tombe au sol à côté d'un grand clan. Le sous-sol semblait normal. Pas d'amiante, juste une laveuse, sèche-linge, décoration de Noël dans une poubelle en plastique. Mais le mur arrière semblait mal. Le panneau ne correspondait pas du tout au mur. Roger a poussé dessus, et soudain toute la section s'est retournée. Derrière il y avait une autre porte avec un cadenas plus compliqué à l'extérieur. Je suppose que vous ne pouvez pas choisir cette serrure aussi? J'ai demandé. On a rompu le cadenas avec un marteau de la boîte à outils de mon père. Nous avons poussé la porte ouverte et trouvé une pièce entourée d'un épais rembourrage insonorisé. Au milieu, chérie, ma meilleure amie, avait mystérieusement disparu. Elle était pâle, avait des cheveux si longs qu'elle a presque atteint le sol. Sa cheville était crue et saignait là où une chaîne avait été. Elle tenait une pipe de métal au-dessus de sa tête, les yeux grands comme elle criait, « Reculez. » Je vous préviens, chérie. Roger a appelé dans l'incrédulité. La reconnaissance a inondé son visage instantanément. Attends, tu n'es pas eux. C'est laquelle a fait tomber le tuyau et commencé à sangloter. Aidez-moi. On l'a aidée dans ma chambre et on a commencé à nettoyer ses blessures quand elle s'est ouverte. Depuis combien de temps ai-je disparu? Elle nous a demandé une expression vide. 3 ans, je lui ai dit tranquillement. Elle a hurlé. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi l'invitation d'anniversaire? Roger a demandé. Quand je n'ai pas pu. Je connaissais la réponse. Elle m'a regardé avec une expression amère. Vos parents m'ont appelé pour dire que vous aviez envoyé un cadeau de l'université et que je voulais l'avoir. Ils m'ont fait du thé et des biscuits et je me souviens me sentir endormi. Puis je me suis réveillé ici enchaîné, torturé tous les soirs. J'ai essayé de crier pour de l'aide, mais l'aide n'est jamais venue. Elle nous a dit les choses horribles que mes parents lui ont faites, la taquinant chaque fois qu'une nouvelle personne disparue s'est présentée, lui disant les choses qu'il ferait à ses parents s'ils étaient pris. Elle a expliqué qu'elle avait enlevé un morceau de métal d'un tuyau dans la salle de bain et qu'elle s'était lentement retirée de la chaîne. Elle était enfin libre le matin où je suis arrivé. L'invitation devait être pour eux de les attirer. Je dois les arrêter avant qu'ils ne blessent mes parents ou n'importe qui d'autre, dit-elle d'une voix froide. C'est fou, lui a dit Roger. Allons voir la police et non, ça s'arrête maintenant. Tu vas m'aider ou pas? Je l'ai regardée, incapable de la traiter. Ces gens étaient mes parents. Elle a pris quelques trucs dans ma chambre pour en utiliser comme arme et m'en a tenu une en attendant. C'est là qu'on a entendu la porte d'entrée claquer. Chérie, on rentre tôt. Maman a appelé depuis le bas. La conférence a été annulée pour que tu puisses rentrer chez toi maintenant, a ajouté papa. J'ai entendu leurs pas pousser plus fort,
les escaliers grinçant chaque fois qu'il se rapprochait. Chérie m'a attrapé le bras et a regardé mon visage en chuchotant « Je suis désolé, mais je termine ça ». Elle s'est cachée derrière ma porte tout comme mes parents l'ont ouverte. Ils m'ont regardé avec surprise. Chérie a retenu des ciseaux et maman a crié et papa s'est envolé en essayant d'attraper les ciseaux, mais Chérie les a frappés vers sa main et a attrapé sa paume avec une coupe peu profonde qui a immédiatement commencé à saigner. Je me suis tenu surgelé dans la porte en regardant du sang couler sur mon tapis de chambre d'enfance. Et tout se sentait surréaliste et mal, comme si je regardais un film au lieu de ma vie réelle. Roger a crié qu'il appelait les secours en ce moment et a sorti son téléphone pendant que maman a commencé à parler très vite, disant Chérie était mentalement instable et est entrée par effraction dans notre maison et nous avions besoin de les aider à la retenir. Papa a embrayé sa main saignante et est revenu vers le couloir et ses yeux ont continué à draguer entre nous comme s'il faisait des maths dans sa tête, en trouvant son prochain mouvement. Chérie a gardé les ciseaux levés et s'est positionnée entre mes parents et la porte, et tout son corps tremblait, mais sa voix est ressortie stable quand elle a dit à Roger de rester en ligne avec l'opérateur. J'ai finalement déménagé et j'ai marché à côté de Chérie, même si mes jambes me retenaient à peine, et j'ai dit à mes parents de ne pas m'approcher. Maman a complètement changé de tactique et a commencé à pleurer et m'a supplié de comprendre qu'ils essayaient juste de protéger Chérie d'elle-même parce qu'elle était suicidaire quand elle est venue à eux il y a 3 ans. Les mensonges semblaient presque crédibles dans la voix tremblante de maman, et pendant une horrible seconde, je voulais la croire. Mais je me suis souvenu des marques de chaînes sur la cheville d'eux. Parents s'en allaient facilement ou les laissent éviter d'admettre ce qu'ils avaient vraiment fait à Chérie. Les allers-retours se sentaient épuisants, même si je n'étais pas directement impliqué, sachant que ces négociations étaient en cours et que mes parents essayaient de sortir de leurs conséquences. Lorsque les détails des documents d'accusation sont devenus publics, la couverture médiatique a explosé à un niveau que je n'avais pas prévu. Des journalistes ont campé à l'extérieur du palais de justice en attendant toute mise à jour de l'affaire. Et d'une certaine façon, ils ont découvert où je logeais parce que des camionnettes de nouvelles ont commencé à apparaître près de l'abri. 3 m'a aidé à les éviter en utilisant les sorties arrière et en chronométrant mes mouvements avec soin, me rappelant toujours que je n'avais absolument aucune obligation de faire des déclarations publiques. Le soulagement que j'ai ressenti était énorme parce que je ne pouvais pas imaginer faire face à des caméras et des microphones, essayant d'expliquer les crimes de mes parents à des étrangers qui voulaient juste une histoire sensationnelle. 3 a dit que l'attention des médias allait probablement mourir une fois l'appel terminé, que maintenant il se nourrissait des détails choquants, mais finalement il passerait à la prochaine chose horrible. Je suis resté à l'intérieur autant que possible et j'ai gardé mon téléphone éteint, sauf pour les appels essentiels, essayant de créer une barrière entre moi et le spectacle public que ma famille était devenue. Solène m'a appelé 3 semaines plus tard avec des nouvelles que les négociations sur le plaidoyer se sont finalement terminées. Mes parents ont accepté un accord qui incluait des plaidoyers de culpabilité pour chaque accusation, enlèvement au 1er degré, faux emprisonnement, agression aggravée, drogue sans consentement, tout ça. En échange, l'accusation recommanderait 25 à 30 ans avec possibilité de libération conditionnelle au lieu de demander des peines consécutives qui auraient pu signifier 50 ans ou plus. Elle a expliqué les maths d'une façon qui m'a fait mal à l'estomac. Il purgerait au moins 25 ans avant même d'être admissible à la libération conditionnelle. Et vu que maman avait 52 ans et que papa avait 55 ans, il serait à la fin des années 70 avant que cette possibilité n'existe. La commission de libération conditionnelle a rarement accordé la libération aux délinquants violents lors de leur première tentative. Si réalistement, ils mourraient probablement en prison. L'entendre dire qu'à haute voix, tout se sentait final d'une manière que rien d'autre n'avait. 2 semaines plus tard, Solène a prévu une réunion à son bureau pour préparer Cher et moi à l'audience. Elle nous a expliqué exactement ce qui se passerait au tribunal, comment le juge interrogerait mes parents pour s'assurer qu'ils comprennent ce qu'ils plaidaient coupables, comment ils devraient admettre à voix haute chaque élément de leur crime. Elle a ensuite expliqué que nous aurions tous les deux la possibilité de lire les déclarations des victimes avant que le juge ne décide de la détermination de la peine dans les limites convenues. Elle nous a encouragés à noter comment leurs crimes ont affecté nos vies, pour être honnête et précis, pour prendre notre temps avec elles. Les déclarations feraient partie du dossier du tribunal permanent, et le juge les examinerait lorsqu'il déterminerait la peine exacte. J'ai passé les jours suivants à travailler avec Angela pendant nos séances de thérapie pour rédiger ma déclaration de la victime. Chaque tentative se sentait trop en colère ou trop triste ou trop détachée, comme si je ne trouvais pas les bons mots pour capturer ce que c'était de découvrir que vos parents étaient des monstres qui ont torturé votre meilleur ami. Angela n'arrêtait pas de me rappeler qu'il n'y avait pas de façon parfaite de le faire, que ce que j'écrivais serait suffisant, que montrer de l'émotion au tribunal était tout à fait acceptable et probablement nécessaire.
Elle m'a aidé à organiser mes pensées en sections couvrant la trahison que j'ai ressentie. Le chagrin de perdre les parents que je croyais avoir. La culpabilité de toutes les années que Chérie a souffert pendant que j'ai vécu ma vie normale à l'université complètement ignorant. Par la 4e ébauche, j'avais quelque chose qui me semblait vrai, même si cela ne me semblait pas adéquat. Chérie m'a rencontré dans un café près de l'abri et m'a montré sa déclaration d'impact. La lecture m'a fait serrer les mains parce qu'elle a décrit les 3 années en détail. La torture physique, les jeux psychologiques que mes parents ont joués, la peur constante qu'elle meure là-bas et que personne ne sache jamais. Elle a écrit sur les cauchemars qu'elle a encore tous les soirs. Les crises de panique qui venaient de nulle part, la façon dont elle ne pouvait pas être dans de petites pièces ou entendre certains sons sans se sentir comme elle était de retour dans ce sous-sol. À la fin, elle a écrit qu'elle était déterminée à reconstruire sa vie, mais qu'elle porterait ses cicatrices pour toujours. Que mes parents avaient volé 3 ans qu'elle ne pourrait jamais revenir et l'endommager d'une manière qui prendrait des décennies pour guérir. Elle me regardait avec des yeux rouges et disait qu'elle était terrifiée de le lire au tribunal, mais elle allait le faire de toute façon parce qu'ils avaient besoin d'entendre ce qu'ils lui ont fait. J'ai promis d'être là dans la salle d'audience pour la soutenir, qu'elle ne serait pas seule. La veille de l'audience, je me suis allongé dans mon lit d'abri, regardant le plafond, incapable de dormir malgré l'épuisement total. Mon cerveau a continué à traverser tout ce qui s'est passé depuis que j'ai trouvé cette invitation au sous-sol. Chérie enchaînée dans la chambre insonorisée. Roger a cassé la serrure. Mes parents rentrent tôt, la police arrive, l'hôpital, l'inspecteur Hansen, les arrestations, l'audience de caution, toutes les preuves s'accumulent, la couverture médiatique, les négociations de plaidoyer, et maintenant demain, mes parents se tiennent au tribunal et admettent ce qu'ils ont fait, et une partie de ce cauchemar serait enfin terminée, même si je savais que les conséquences émotionnelles dureraient beaucoup plus longtemps que toute peine de prison. 3 nous a ramassés tôt le lendemain matin pour éviter le pire des écrasements médiatiques au tribunal. Malgré cela, le bâtiment était rempli de journalistes, de caméras, de curieux qui voulaient voir le couple qui a gardé une femme prisonnière pendant 3 ans. 3 nous a guidés par une entrée latérale que le personnel du tribunal utilisait, et nous avons attendu dans une petite salle privée avec des chaises inconfortables et un mauvais café jusqu'à ce qu'il soit temps d'entrer dans la salle d'audience. Une bef est venue nous chercher vers 9h30, et nous avons traversé une porte latérale directement dans la salle d'audience. Le juge Patrick Stevenson était déjà sur le banc. Un homme dans les années 60 avec des cheveux gris et une expression sérieuse qui a fait clairement comprendre qu'il comprenait le poids de ce qui allait arriver. Mes parents ont été amenés par une autre porte, tous 2 portant des uniformes de prison orange et des contentions aux poignets et aux chevilles. Ils avaient l'air plus petits en quelque sorte, diminués, comme le temps de prison avait déjà commencé à les réduire. Les yeux de maman scannaient la salle d'audience et trouvaient la mienne, et je regardais tout de suite parce que je n'avais plus rien à lui dire. Il ne reste aucun lien entre nous. L'allocution a pris plus d'1 heure alors que le juge interrogeait mes parents au sujet de chaque accusation et leur demandait d'admettre chaque élément de leur crime en détail. Ils ont dû décrire comment ils avaient planifié l'enlèvement de Chérie, comment ils l'ont appelé avec une fausse histoire sur un cadeau de moi, comment ils ont drogué son thé avec des sédatifs, comment ils ont transporté son corps inconscient vers la salle de sous-sol qu'ils avaient passé des mois à préparer avec des rembourrages insonorisés et des chaînes. Ils ont dû l'admettre emprisonné pendant 3 ans. Qu'ils la torturaient régulièrement, qu'il menaçait sa famille de la respecter. Maman a pleuré, mais les larmes étaient performatives, comme si elle essayait de gagner de la sympathie qu'elle ne méritait pas. La voix de papa est restée plate et sans émotion en récitant les faits comme s'il lisait une liste d'épiceries au lieu d'avouer des années de torture. Après l'allégation, le juge Stevenson a demandé s'il y avait eu des déclarations de la victime, et Céline a indiqué qu'il y en avait 2. Chérie est allée en premier, marchant sur le podium avec sa déclaration imprimée en tremblant les mains. Elle a lu d'une voix constante qui ne s'est ébranlée que quelques fois, décrivant 3 années de torture et de traumatisme continu en paroles qui ont fait pleurer plusieurs personnes dans la salle d'audience. Quand elle a fini, elle a regardé directement mes parents et a dit qu'elle espérait qu'ils passeraient chaque jour en prison à penser à ce qu'ils lui ont fait. Puis c'était mon tour. Je suis allé sur le podium et j'ai parlé à la cour des parents que je croyais avoir contre les monstres qu'ils étaient. Sur la trahison qui a brisé toute ma compréhension de mon enfance, sur l'apprentissage que chaque dîner de famille, fête d'anniversaire et le matin de Noël était un mensonge parce que tout le temps qu'il gardait Chérie enchaînée dans le sous-sol. J'ai parlé de ma culpabilité de ne pas avoir vu les signes, d'être la fille de gens qui pouvaient faire quelque chose de si horrible, de vivre ma vie normale à l'université pendant que mon meilleur ami souffrait. J'ai fini par dire que j'étais déterminé à soutenir la guérison de Chérie tout en travaillant seul.
qu'ils nous avaient tous les deux endommagés de différentes façons, mais que nous survivions ensemble. Le juge Stevenson a écouté les deux déclarations sans interrompre, puis a annoncé qu'il condamnait mes parents à 28 ans de prison à l'extrémité supérieure de la fourchette recommandée, compte tenu de la gravité et de la durée de leur crime. Alors que les baissiers les ont emmenés, maman a essayé une dernière fois de m'attraper, mais j'ai refusé de la regarder. Chéri m'a pris la main et nous sommes sortis ensemble de la salle d'audience par la sortie latérale de 3 avait attendu. Dehors, le soleil de l'après-midi était lumineux et chaud, et nous sommes restés sur les marches du palais de justice pour un moment juste respirer. La bataille légale était terminée. Mes parents passeraient le reste de leur vie en prison. Mais Chéri et moi étions libres, et notre guérison personnelle ne faisait que commencer. C'est là que nous nous arrêterons pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente que vous soyez là parce que ça fait que partager ces histoires en vaut la peine. J'espère que celui-ci t'a laissé un peu plus léger qu'avant. Chéri est de la pièce insonorisée au sous-sol. Papa a essayé de se diriger vers l'escalier, disant qu'il avait besoin de soins médicaux pour sa main, mais Roger a bloqué le haut de l'escalier et lui a dit que la police était à 2 minutes. La maison se sentait plus petite et plus chaude alors que nous étions tous là dans cette terrible situation. Et j'entendais mon propre battement de cœur frapper mes oreilles et sentir l'odeur métallique du sang de papa. Siran se lamenta au loin, devenant plus fort. Et maman a fait une dernière tentative désespérée, me prenant le bras et chuchotant que j'étais leur fille et que j'avais besoin de les soutenir ou qu'ils allaient en prison. Je me suis éloigné de son toucher, et le regard sur son visage est passé de la plaidoirie à quelque chose de froid et dur que je n'avais jamais vu auparavant, comme un masque tombant. 4 policiers se sont précipités par la porte d'entrée que Roger avait laissée déverrouillée, et la scène a explosé dans ce chaos contrôlé alors qu'il séparait tout le monde en différentes pièces, demandant ce qui se passait. 2 ambulanciers sont arrivés juste derrière les officiers et ont immédiatement commencé à examiner les blessures de Cher tandis qu'elle leur a donné une rapide descente d'être détenue dans le sous-sol pendant 3 ans. Une agente aux cheveux bruns courts m'a emmené au salon et m'a demandé d'expliquer ce qui s'est passé. Donc, je lui ai tout dit de trouver l'invitation à briser la salle du sous-sol pour que mes parents rentrent tôt. Ma voix semblait étrange et déconnectée alors que je décrivais mes propres parents comme des kidnappeurs, et l'expression de l'officier restait soigneusement vide pendant qu'elle prenait des notes sur un petit tapis. Maman a continué à jouer pour les officiers dans la cuisine et sa voix a porté à travers la maison car elle a insisté sur ce n'était qu'un malentendu terrible et Chéri était confus et avait besoin d'aide psychiatrique. Papa s'assit silencieusement dans la salle à manger pour se faire bander la main par un ambulancier et je pouvais le voir à travers la porte en regardant tout avec ses yeux calculateurs comme s'il cherchait encore un angle. Les ambulanciers voulaient emmener Cher à l'hôpital pour un examen complet et le traitement de ses blessures, mais elle a refusé d'y aller jusqu'à ce qu'elle sache que mes parents ne seraient pas libérés ce soir. L'agent principal a téléphoné et a dit à quelqu'un au téléphone que c'était bien au-delà d'une simple perturbation domestique et qu'il leur fallait un détective et une unité de police pour traiter la maison. L'inspecteur Heather Hansen est arrivé 20 minutes plus tard dans une berline non marquée. Elle avait l'air d'être dans la quarantaine avec des cheveux bruns courts et ses yeux fatigués qui ont fait clair qu'elle avait vu plein de choses horribles dans sa carrière. Elle est allée directement à l'ambulance où les ambulanciers vérifiaient toujours Chéri et a commencé à lui parler d'une voix basse que je ne pouvais entendre d'où l'officier m'a fait asseoir sur le porche. J'ai regardé à travers la fenêtre de l'ambulance pendant que Cher parlait et parlait, ses mains bougeant comme elle expliquait tout, et l'inspecteur Hansen vient de hocher et de prendre des notes sans interrompre. Toute la conversation a probablement duré 15 minutes, mais ça a duré plus longtemps que je me demandais ce que Chéri lui disait et si l'inspecteur y croirait. Un van s'est tiré et 4 personnes en veste avec une unité de scène de crime imprimée à l'arrière ont sorti avec des caméras et des caisses d'équipement. Ils ont commencé à installer des lumières dans l'allée et 2 d'entre eux se sont dirigés directement vers l'entrée du sous-sol. J'ai entendu l'un d'eux dire quelque chose au sujet d'obtenir des photos avant que quelque chose ne soit perturbé davantage, et l'autre a répondu qu'il devait documenter la configuration de la chaîne et les matériaux insonorisants. L'agente qui m'avait interviewé est revenue et m'a dit que l'inspecteur Hansen voudrait me parler, mais j'avais besoin d'attendre qu'elle ait fini avec Chéri. J'ai hurlé parce que je pouvais faire quoi d'autre? Roger était assis sur le porche de ses parents de l'autre côté de la rue, et je pouvais le voir sur son téléphone, probablement en écrivant à quelqu'un sur cette situation folle. De plus en plus de voisins étaient sortis et se tenaient en grappe sur leur pelouse, regardant tous les véhicules de la police et se murmurant. J'ai reconnu Madame Aken de 3 maisons et les Roberts qui habitaient à côté et ils me regardaient tous avec ces expressions choquées. Un des textes de la scène de crime est sorti du sous-sol et je l'ai entendu dire à son partenaire que l'installation avait l'air professionnelle comme quelqu'un l'avait vraiment planifié avec une bonne insonorisation et des points de montage renforcés pour les contraintes. Son partenaire a dit que ce n'était pas un coup de pouce, et la première technologie à accepter,
disant que les matériaux seuls auraient coûté de l'argent sérieux. Mon estomac s'est tordu en les entendant en parler de façon si décontractée, comme s'ils parlaient d'un projet de construction au lieu de la pièce où mes parents ont torturé mon meilleur ami. L'inspecteur Hansen a fini avec Cher et est passé là où j'étais assis. Elle s'est présentée correctement et m'a demandé si j'étais prête à faire une déclaration. J'ai dit oui, même si je n'étais pas sûr d'être prêt à tout. Elle m'a ramené dans la maison dans le salon où nous étions assis sur le canapé qui se sentait soudain étranger et mal. Elle a sorti un petit enregistreur et a demandé si c'était bien d'enregistrer notre conversation. J'ai hurlé et elle a appuyé sur le bouton. Puis elle m'a demandé de partir du début de quand mes parents m'ont appelé à la maison. Je l'ai fait passer partout, depuis l'appel bizarre après 3 ans de silence jusqu'à trouver l'invitation à entrer par effraction dans le sous-sol pour découvrir Chérie. Ma voix semblait plate et distante alors que je décrivais tout, comme si je lisais un script au lieu de parler de ma vie réelle. L'inspecteur Hansen a posé des questions précises sur ma relation avec mes parents, si j'avais jamais suspecté quelque chose, s'il y avait des signes que j'aurais pu manquer. Chaque question semblait être une accusation, même si son ton restait neutre et professionnel. Je lui ai dit que le sous-sol était interdit toute mon enfance, que mes parents dirigeaient toujours des fans ou de la musique dans la maison, qu'ils me dissuadaient d'avoir des amis. Elle a tout écrit et a posé des questions de suivi sur les dates et les heures et les conversations spécifiques dont je me souvenais. La honte de manquer tous ces signes était lourde dans ma poitrine et a rendu difficile de respirer correctement. Quand elle a demandé si mes parents avaient déjà agi bizarrement autour de mes amis. Surtout quand Chérie a disparu, j'ai dû réfléchir fort. Je me suis souvenu qu'ils étaient vraiment utiles pour la recherche de personnes disparues, très inquiets et soutenant la famille de Chérie. Cette mémoire m'a rendu malade, sachant qu'ils faisaient semblant de s'occuper d'elle pendant qu'elle était enfermée dans notre sous-sol. L'inspecteur Hansen m'a remercié d'avoir été minutieuse et a dit qu'elle savait que c'était incroyablement difficile. Puis elle est allée interroger Roger. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle lui parlait sur le porche de ses parents, et il a beaucoup fait comme il a tout expliqué. L'entretien a duré peut-être 20 minutes, et quand c'était fait, je l'ai vu se serrer la main et dire quelque chose qui l'a fait hocher sérieusement. Plus tard, Roger m'a dit qu'elle l'avait remercié d'avoir appelé les secours si vite et a dit que sa pensée rapide a probablement empêché mes parents de détruire des preuves ou de fuir. Les textes de la scène de crime travaillaient encore dans le sous-sol, et je pouvais voir des flashs de caméras éclairant l'escalier. D'autres officiers sont arrivés et ont commencé à fouiller le reste de la maison, ouvrant des placards et des tiroirs, regardant à travers tout. L'un d'eux est sorti de la chambre de mes parents avec un ordinateur portable dans un sac de preuves. Un autre avait une boîte de papier et de dossiers. C'était surréaliste de voir des étrangers choisir dans ma maison d'enfance comme une scène de crime, ce que je suppose que c'était maintenant. Vers minuit, l'inspecteur Hansen est revenu et a dit à mes parents qu'ils étaient détenus pour interrogatoire. Elle a expliqué que la maison était maintenant une scène de crime officielle et serait scellée pour enquête. Maman a recommencé à pleurer, ses gros sobs dramatiques, et a continué à demander un avocat. Papa s'est assis dans la salle à manger où il l'avait séparé de maman et il m'a regardé avec ce regard que je ne comprenais pas. C'était décevant de les laisser tomber? La colère que j'ai aidé Cher? Ou peut-être juste un calcul froid comme il a essayé de comprendre à quel point leur plan avait échoué et s'il y avait un moyen de le réparer. 2 officiers les ont menés dans des menottes et maman pleurait encore et m'appelait, me priant de les aider à dire à tout le monde que c'était un malentendu. J'ai regardé loin et je n'ai rien dit. L'ambulance était toujours garée dans l'allée et l'inspecteur Hansen est retourné parler à Chérie. Cette fois, quand elle est revenue, elle m'a dit que Cher avait accepté d'aller à l'hôpital pour un examen complet et un traitement. J'ai demandé si je pouvais monter avec elle et l'inspecteur a dit que ça irait. Roger a dit qu'il suivrait dans sa voiture. Chérie était sur la civière et quand j'ai grimpé dans l'ambulance, elle m'a tendu la main. Elle a serré toute la conduite jusqu'à l'hôpital, ses doigts creusant dans ma paume. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée, qu'elle n'avait jamais voulu apporter cette horreur dans ma vie. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien pour s'excuser, que rien de tout ça n'était sa faute, mais je ne pense pas qu'elle me croyait. À l'hôpital, le personnel a traité Cher avec cette gentillesse qui a montré clairement qu'il savait quel genre de cas il s'agissait. Les infirmières se déplaçaient doucement, demandant la permission avant de la toucher, expliquant tout ce qu'elle faisait. Ils l'ont ramenée dans une salle d'examen et une infirmière praticienne est venue m'expliquer qu'elle faisait un examen médico-légal complet. Elle a dit qu'il s'agissait d'une procédure standard pour les cas présumés d'enlèvement et d'agression, qu'il documenterait toutes les blessures et recueillerait des preuves. Je me suis assis dans la salle d'attente avec Roger et on a à peine parlé. Qui avait-il à dire?
Mes parents étaient des monstres qui ont torturé mon meilleur ami pendant 3 ans et j'avais vécu toute ma vie sans aucun indice. Mon téléphone bourdonnait dans ma poche et je l'ai sorti pour voir un SMS du numéro de maman. Il a dit, « S'il vous plaît, rentrez à la maison pour que nous puissions tout expliquer correctement. » Je l'ai montré à un officier en uniforme qui était stationné près de l'entrée de la salle d'attente et il a immédiatement demandé mon téléphone. Il l'a saisi comme preuve et m'a donné un reçu. 3 heures passèrent pendant qu'ils examinaient Chéri. Roger nous a apporté du café d'un distributeur, mais il avait un goût de carton et je ne pouvais pas le finir. Vers 3 heures du matin, un homme en costume d'affaires est entré dans la salle d'attente et s'est présenté comme Troy Hansen, un défenseur des victimes du comté. Il a expliqué que son travail consistait à aider les victimes à naviguer dans le système de justice pénale et à les relier aux ressources. Il a dit que l'inspecteur Hansen l'avait déjà affecté à l'affaire Chéri. Il m'a parlé avec Roger d'abord, expliquant ce qui allait se passer ensuite avec l'enquête et les procédures judiciaires potentielles. Puis il m'a demandé de parler en privé et nous avons déménagé dans un coin plus calme de la salle d'attente. Il m'a dit doucement que j'étais aussi considéré comme une victime dans cette situation parce que mes parents m'avaient utilisé pour maintenir leur couverture et violer ma confiance d'une manière fondamentale. Il m'a recommandé de ne pas retourner à la maison et m'a demandé si j'avais un endroit sûr pour rester. Je n'y avais même pas pensé avant qu'il me demande où je devais aller. La maison de mes parents était une scène de crime et aussi le dernier endroit où je voulais être. Roger m'avait proposé de rester avec ses parents, mais Troy a dit qu'il vaudrait mieux que je reste quelque part que mes parents ne sachent pas au cas où il ferait la caution. Il avait des informations sur un refuge de crise avec de l'espace disponible. Et même si c'était bizarre d'avoir besoin d'un abri, j'ai convenu que c'était probablement l'option la plus sûre. Troy est revenu environ 20 minutes plus tard et m'a dit qu'un médecin avait examiné Cher et voulait l'admettre pendant au moins 2 jours. Elle était gravement mal nourrie et déshydratée, et les blessures à la cheville de la chaîne étaient infectées et devaient être soignées. Ils ont mis en place une salle privée avec la sécurité stationnée à l'extérieur parce que c'était une affaire criminelle active. J'ai demandé si je pouvais la voir avant de partir et Troy a dit qu'il vérifierait. Il a disparu dans un couloir et est revenu avec une infirmière qui m'a conduit à travers un labyrinthe de couloirs vers une pièce au bout d'une aile tranquille. Chéri était assis dans le lit de l'hôpital avec une robe propre. Ses cheveux incroyablement longs s'étendent sur l'oreiller. Une goutte d'eau intraveineuse s'est introduite dans son bras et des moniteurs ont bipé doucement à côté d'elle. Nous nous sommes regardés pour ce qui se sentait pour. Toujours sans rien dire. Ses yeux étaient différents maintenant, plus vieux. Comme si elle avait vécu plusieurs vies dans ce sous-sol. Elle a finalement parlé et m'a dit qu'elle ne me blâmait pas pour ce que mes parents ont fait. Mais je pouvais voir tout ce qu'elle n'avait pas dit à voix haute. Soulage qu'elle soit enfin libre. La colère à ce qui lui a été volé. Grief pendant les 3 ans qu'elle ne reviendra jamais. Et quelque chose qui ressemblait à de la pitié quand elle m'a regardé, ce qui a fait pire que si elle avait été en colère. Je voulais m'excuser, expliquer ou promettre que tout irait bien. Mais aucun de ces mots ne semblait juste. Au lieu de ça, je lui ai serré la main une fois et lui ai dit que je la surveillerais demain. Elle a hurlé et fermé les yeux et je suis parti avant de pleurer devant elle. Troy m'a fait traverser la ville pendant que le ciel commençait à devenir gris avec la lumière du matin. L'abri de Chris se trouvait dans un ancien bâtiment du centre-ville avec des barres sur les fenêtres et un buzzer de sécurité à la porte. Un coordonnateur nous a rencontrés dans le hall et m'a fait passer la paperasse pendant que Troy attendait à proximité. Elle m'a donné une petite chambre privée au 2e étage avec un lit double, une commode et une salle de bain dans le hall. Des serviettes propres et des articles de toilette de base ont été empilés sur la commode avec des pantalons et un t-shirt qui n'étaient pas à moi mais qui étaient propres. Troy m'a donné son numéro direct et m'a dit d'appeler n'importe quand, jour ou nuit, si j'avais besoin de quelque chose ou me sentais dangereuse. Après son départ, je me suis assis sur le lit étroit et j'ai regardé le mur. La lumière de l'aube a filtré à travers le rideau mince sur la fenêtre unique. Mes parents étaient des monstres qui ont torturé mon meilleur ami pendant 3 ans dans une pièce insonorisée sous la maison où j'ai grandi. Cette phrase n'arrêtait pas de courir dans ma tête, mais elle ne semblait pas réelle. Rien ne semblait réel. Je me suis couché sur le dessus de la couverture, entièrement habillé, et j'ai regardé le plafond, essayant de traiter que toute mon enfance a été construite sur des mensonges. Je me suis finalement endormi vers 7 heures du matin et je me suis réveillé 3 heures plus tard à mon téléphone bourdonnant sans arrêt sur la commode. 6 appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ramassé et j'ai vu un SMS de Troy me disant de garder mon téléphone éteint sauf pour les appels essentiels. Les journalistes avaient d'une certaine manière obtenu mes coordonnées et essayaient de me joindre pour des commentaires.
Il m'a envoyé son numéro direct et m'a dit de ne répondre que si c'était lui ou l'inspecteur Hansen qui appelait. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai mis dans le tiroir. Mon corps était lourd et étrange, comme si je me déplaçais sous l'eau. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'avais mangé quoi que ce soit, mais l'idée de manger m'a fait tourner l'estomac. L'inspecteur Hansen a appelé le numéro de 3 cet après-midi, et il m'a corrigé. Elle m'a dit que mes parents avaient été officiellement arrêtés et accusés d'enlèvement, de fausses peines d'emprisonnement et d'agression aggravée. Ils étaient détenus à la prison du comté en attendant une audience de libération sous caution prévue pour demain matin. Elle avait besoin que je vienne au commissariat pour faire une déclaration officielle. Tout ce que je lui ai dit avant était préliminaire, mais maintenant, ils avaient besoin d'une interview vidéo officielle pour l'accusation. 3 m'a ramassé 1 heure plus tard et m'a conduit à la gare. La salle d'entretien était petite et froide avec une table, 3 chaises et une caméra montée dans le coin. L'inspecteur Hansen s'est assis en face de moi avec un bloc-notes alors qu'un officier en uniforme exploitait le matériel d'enregistrement. Elle m'a fait revivre tout depuis le début. Trouver l'invitation devant la porte du sous-sol. J'ai reçu la serrure. Ils entrent dans la pièce cachée. Chérie avec la chaîne sur sa cheville. Mes parents rentrent tôt. Tout cela a été enregistré en vidéo cette fois. Elle m'a demandé de décrire la salle du sous-sol en détail. Et j'ai fermé les yeux en essayant de me rappeler le rembourrage insonorisé sur les murs, le matelas sale dans le coin, la chaîne boulonnée sur une pipe, la petite salle de bain avec un miroir cassé. Elle voulait connaître le comportement de mes parents. Comment maman a immédiatement commencé à mentir sur Chérie étant mentalement instable. Comment papa a essayé de partir avant l'arrivée de la police. Comment maman m'a pris le bras et m'a supplié de reprendre leur histoire. Chaque détail comptait pour construire l'affaire. Puis l'inspecteur Hansen a demandé à propos de mon enfance et si je me souvenais de quelque chose d'inhabituel sur le comportement de mes parents au fil des ans. J'ai commencé à parler et soudain, les choses que je n'avais jamais interrogées semblaient significatives. Mes parents ne m'ont jamais laissé aller au sous-sol, toujours en disant qu'il avait de l'amiante ou était dangereux. Ils ont maintenu le bruit de fond en permanence, les fans en été et une machine à bruit blanc en hiver, affirmant qu'il les a aidés à dormir. Ils m'ont découragé d'amener des amis, disant qu'ils appréciaient leur intimité et leur tranquillité. Ils étaient obsédés par les portes verrouillées et la sécurité. En regardant en arrière, tout semblait conçu pour cacher ce qu'ils faisaient. L'inspecteur Hansen a écrit chaque détail et a dit que ces modèles aideraient à établir la préméditation et la planification. Les accusations seraient plus graves si elles pouvaient prouver que mes parents avaient planifié cela pendant des mois ou des années avant la disparition de Cher. L'inspecteur Hansen a sorti un dossier de photos de la scène de crime et les a diffusées sur la table. Elle avait besoin de moi pour identifier les objets qui appartiennent à mes parents et confirmer des détails sur la disposition de la maison. J'ai regardé la première photo montrant les escaliers du sous-sol et senti ma gorge serrée. La suivante montrait le faux mur avec les panneaux qui ne correspondaient pas. Puis le cadenas cassé sur le sol, puis la pièce insonorisée elle-même avec la chaîne toujours attachée au mur. Le matelas sale avec des taches que je ne voulais pas penser. Un seau dans le coin qui devait être une toilette. La petite salle de bain avec des taches de rouille autour du drain. Chaque photo a rendu tout plus réel d'une manière qui a brisé l'engourdissement que j'avais ressenti. J'ai dû faire une pause après la photo de la chaîne parce que j'avais l'impression que j'allais vomir. L'inspecteur Hansen m'a donné de l'eau et m'a attendu pendant que je respirais lentement et j'ai essayé de le garder ensemble. Quand je pourrais reparler, l'inspecteur Hansen m'a montré une autre photo. Une boîte de thé assise sur une étagère dans la salle du sous-sol. Elle a expliqué que leur équipe sur les lieux du crime l'avait trouvée pendant leur fouille et l'avait envoyée pour analyse. Le laboratoire a détecté des traces de sédatifs à l'intérieur, les médecins du même genre prescrits pour l'anxiété ou les problèmes de sommeil. Ils l'ont testé contre le sang de Cher de l'hôpital. Et si les composés correspondent, cela confirmerait le récit de Cher d'être drogué. Cela ajouterait une autre accusation d'administration de médicaments sans consentement. J'ai regardé la photo de l'innocente boîte à thé et pensé à maman faire du thé et des biscuits pour Chérie il y a 3 ans. Comment elle avait souri et agi comme une adulte attentionnée tout en empoisonnant ma meilleure amie. Comment elle l'avait probablement fait avant, peut-être pratiqué sur d'autres personnes que je ne connaissais pas. L'inspecteur Hansen a regardé mon visage et a dit qu'ils enquêtaient sur la question de savoir s'il y avait d'autres victimes puisque les gens qui font quelque chose de si élaboré ne partent rarement de rien. J'ai quitté le poste de police en pensant que mon cerveau était plein de statique. 3 marchaient à côté de moi vers sa voiture, sans rien dire, ce que j'ai apprécié parce que je n'avais pas pu faire de petits discours à ce moment-là.
Il a ouvert la porte du passager pour moi et j'ai glissé, regardant mes mains dans mes genoux. Il ressemblait à mes mains, mais plus rien ne semblait réel. 3 a démarré le moteur et sorti du parking, en direction d'un endroit que je ne savais pas. Après quelques minutes, il m'a dit que nous allions rencontrer quelqu'un qui pourrait m'aider à traiter ce que je traversais. Elle s'appelait Angela Richard, et elle travaillait avec des gens qui avaient été traumatisés par des membres de leur famille. J'ai hurlé, mais je n'ai pas vraiment absorbé les mots. Nous avons traversé les rues que j'ai reconnues de grandir, après l'épicerie où maman m'emmenait le samedi, après le parc où papa m'a appris à faire du vélo. Tout semblait exactement le même, mais se sentait complètement différent, comme je le voyais à travers un filtre qui a fait toutes les couleurs mâles. 3 est entré dans un petit immeuble et m'a conduit à l'étage à une porte avec le nom d'Angela dessus. Elle l'a ouvert avant qu'on frappe. Une femme peut-être dans la cinquantaine avec des stries grises dans ses cheveux foncés et de beaux yeux qui ne regardaient pas loin quand je les ai rencontrés. Elle m'a serré la main et nous a invités dans son bureau, qui avait un éclairage doux et des chaises confortables qui ne semblaient pas être un bureau de médecin. 3 nous a présenté et expliqué brièvement ce qui s'était passé, bien qu'Angela connaissait déjà clairement les bases. Elle a remercié 3 et il m'a dit qu'il reviendrait dans 1 heure, me laissant seul avec cet étranger qui devait m'aider à comprendre que mes parents étaient des monstres. Angela m'a demandé de m'asseoir où je me sentais à l'aise. Et j'ai choisi la chaise la plus proche de la porte, un instinct qui me donne envie d'une sortie, même si je n'avais nulle part où aller. Elle s'est assise en face de moi et m'a demandé comment j'allais, ce qui semblait être une question si absurde que j'ai presque ri. Au lieu de ça, je lui ai dit que je ne savais pas, ce qui était la chose la plus vraie que je pouvais dire. Elle a hurlé comme cela avait un sens parfait et a expliqué que ce que j'expérimentais avait un nom. Traumatisme qui s'est produit quand quelqu'un vous a fait confiance et dépendait de vous faire du mal ou quelqu'un qui vous importait. La confusion que j'ai ressentie, la culpabilité, la colère, l'engourdissement qui est venu et qui est allé en vague. Tout était normal pour ce que j'avais vécu. En entendant que c'était normal, ça n'allait pas mieux, mais ça me faisait moins penser que je perdais la tête. Angela m'a posé des questions sur comment je dormais, mangeais, si je me sentais en sécurité là où je logeais. J'ai répondu automatiquement, lui disant au sujet de l'abri et de la petite chambre et comment je ne pouvais pas dormir sans voir le visage de Chérie ou la chaîne sur sa cheville. Elle a écrit des choses sur un bloc-notes, mais la plupart du temps, elle écoutait, n'essayait de rien réparer ou me disait que ça irait. Quand l'heure était venue, 3 a frappé et est revenu. Angela m'a donné sa carte avec son numéro de portable et m'a dit d'appeler n'importe quand, jour ou nuit, si j'avais besoin de parler. Elle a prévu un autre rendez-vous dans 3 jours et a dit que nous travaillerions ensemble aussi longtemps que j'en aurais besoin. 3 m'a ramené à l'abri et je suis allé dans ma chambre, allongé sur le lit et regardant le plafond jusqu'à ce que la lumière dehors s'estompe. Mon téléphone a bourdonné sur la table de nuit et je l'ai attrapé, voyant le nom de Roger à l'écran. Il m'avait envoyé plusieurs SMS pour me demander si j'allais bien et dire que le quartier était devenu fou. J'ai fait défiler à travers eux, en lisant que des journalistes campaient sur des pelouses et des fourgonnettes qui bloquent la rue. Tout le monde en parlait, dit-il, et les gens venaient à sa porte poser des questions. Il m'a envoyé un lien vers un site d'information local, et je l'ai cliqué même si je savais que je ne devrais pas. Le titre se lit comme suit, un couple suburbain arrêté pour avoir détenu des femmes pendant 3 ans dans de grandes lettres noires qui ont rendu ma vision floue. Au-dessous, il y avait une photo de la maison de mes parents, celle dans laquelle j'avais grandi, avec une cassette de police jaune à l'entrée. L'article décrivait la prison du sous-sol, la salle insonorisée, la chaîne, tout ce que l'inspecteur Hansen avait documenté. Il a cité des sources anonymes disant que la victime avait été une amie de la famille qui avait disparu peu après que la fille du couple soit partie à l'université. Mes mains ont tellement tremblé que j'ai failli faire tomber le téléphone. L'article m'a mentionné, pas par nom, mais comme la fille adulte du couple, qui a découvert la victime et appelé les autorités. Ça m'a fait passer pour un héros, quand je suis tombé sur quelque chose que j'aurais dû savoir il y a des années. J'ai lu le tout 2 fois, chaque détail le rendant plus réel et plus impossible en même temps. Roger a encore demandé si je l'avais vu, et j'ai tapé ce que j'avais, mes pouces maladroits sur l'écran. Il m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose à demander, et je l'ai remercié, mais je ne savais pas ce que j'aurais besoin de ça. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai mis sous l'oreiller, mais je pouvais encore voir ce titre dans ma tête. Ces mots qui ont transformé ma famille en une nouvelle. 3 m'a pris tôt le lendemain matin pour l'audience de caution. J'avais à peine dormi. Je me réveillais des rêves où j'étais enchaîné au sous-sol et où mes parents me souriaient. Il m'a donné un café quand je suis monté dans la voiture et m'a dit que je n'avais pas à rentrer si je ne voulais pas, que je pouvais attendre dans le bureau des services aux victimes.
Mais j'avais besoin de voir ça. J'avais besoin de voir ce qui leur arriverait. Le palais de justice était vieux et imposant avec des sols en marbre et de hauts plafonds qui faisaient écho à chaque son. 3 m'a conduit à la sécurité et jusqu'au 3e étage où se trouvait la salle d'audience. Nous nous sommes assis dans la rangée arrière de la galerie et j'ai reconnu certains visages du quartier, des gens qui venaient probablement regarder le spectacle. Mes parents ont été amenés par une porte latérale, les deux portant des combinaisons oranges avec leurs mains menottées devant eux. Maman avait l'air plus petite que je ne m'en souvenais, ses cheveux se sont retirés dans une queue de cheval, sans maquillage. Papa marchait avec ses épaules droites comme il allait à une réunion d'affaires, pas une audience de caution pour enlèvement. Ils se sont assis à la table de la défense avec leur avocat, un homme en costume cher, que j'ai appris plus tard a été nommé Milo Torres. Le juge est venu et tout le monde s'est levé, puis s'est assis quand il l'a fait. Le procureur s'est levé en premier. Une femme nommée Solène Hansen, dont 3 m'avaient parlé en voiture. C'était la sœur de l'inspecteur Hansen, ce qui semblait être un conflit d'intérêts, mais 3 a dit que ce n'était pas le cas. Solène a déposé les accusations d'une voix claire et ferme qui a porté à travers la salle d'audience. Kidnapping au 1er degré, faux emprisonnement, voie de fait aggravée, administration de drogue sans consentement. Elle a soutenu que mes parents étaient un risque de fuite et un danger pour la communauté, qu'ils avaient construit une prison élaborée spécifiquement pour retenir quelqu'un en captivité à long terme. Elle a présenté des photos de la salle du sous-sol, le rembourrage insonorisé, la chaîne, le cadenas cassé. Elle a décrit les blessures de Chéri en détail clinique, la malnutrition, les blessures infectées, le traumatisme psychologique. Elle a parlé du titin avec des sédatifs, des dossiers d'achat montrant la préméditation, les 3 années de torture. Elle a demandé au juge de refuser entièrement la caution, de les garder enfermés jusqu'au procès. Monsieur Torres se leva ensuite, et toute son approche était différente, plus douce, plus sympathique. Il a parlé de mes parents comme des victimes d'un terrible malentendu. Il a dit qu'ils étaient des résidents de longue date de la communauté, des piliers du quartier, des gens sans histoire criminelle qui vivaient dans la même maison depuis plus de 20 ans. Il a mentionné leur famille élargie, leur lien avec la région, leur coopération avec la police. Il a décrit ce qui s'est passé comme une affaire familiale compliquée qui avait été éclatée hors de proportion, suggérant que Cher était resté avec eux volontairement au début et que les choses étaient devenues hors de portée. Les mensonges sont sortis de sa bouche si doucement que pendant une seconde je l'ai presque cru, presque pensé qu'il y avait peut-être une explication qui avait du sens. Puis je me suis souvenu de la chaîne, de la salle insonorisée, des 3 années, et je voulais lui crier qu'il mentait, qu'il savait qu'il mentait. Il a demandé au juge de les libérer avec une caution raisonnable avec une surveillance GPS et des contrôles réguliers, en faisant valoir qu'ils méritaient la présomption d'innocence. J'ai saisi le bord du banc si fort que mes doigts sont devenus blancs, regardant le visage du juge pour tout signe de ce qu'il pensait. Le juge a pris son temps en examinant les documents devant lui et en posant des questions aux 2 avocats au sujet de la preuve et des accusations. Enfin, il a annoncé sa décision. La caution a été fixée à $500 000 chacun avec conditions. Ils ont dû remettre leur passeport, se soumettre à la surveillance GPS, rester loin de moi et Chéri, et vérifier auprès du tribunal 2 fois par semaine. S'ils violaient une condition, ils retourneraient en prison sans aucune seconde chance. La voix du juge était sévère lorsqu'il a expliqué l'absence d'ordonnance de contact, indiquant clairement que même un contact indirect par l'intermédiaire de tiers serait considéré comme une violation. Maman a commencé à pleurer quand elle a entendu le montant, ces gros sobs dramatiques qui ont fait écho dans la salle d'audience. Papa a juste regardé droit devant, son visage vide. 3 s'est penché et a chuchoté que 500 000 était assez haut que la plupart des gens ne pouvaient pas le poster, que je n'avais probablement pas besoin de m'inquiéter pour ressortir. Mais en 3 heures, le frère de papa avait déposé une caution pour les 2, en utilisant sa maison comme garantie. 3 a reçu l'appel pendant qu'on déjeune dans un restaurant près du palais de justice. Écoutez 90 secondes et notez-moi 5 étoiles sur Spotify. Faire un don pour ceux qui ont fait ça et montrer des preuves sur mon Instagram. Il y aura 4 gagnants et vous aurez le choix entre une carte cadeau Spotify ou Amazon. Son visage s'est serré et il a immédiatement commencé à mettre à jour mon plan de sécurité, me faisant promettre de ne pas aller nulle part seul et de l'appeler si je les voyais quelque part près de moi. La pensée d'être dehors, libre de se déplacer, même avec les moniteurs GPS, a fait tourner mon estomac. Je ne pouvais pas finir ma nourriture. 2 jours après l'audience, 3 a appelé pour me dire que Chéri était sorti de l'hôpital. Il l'emmenait dans un autre endroit sûr que le mien, où mes parents ne savaient rien pour des raisons de sécurité. Il a dit qu'elle allait mieux physiquement,
mais qu'elle avait encore du mal à tout ce qui s'était passé. Cet après-midi-là, mon téléphone bourdonnait avec un texto du nouveau numéro de Chérie. Elle a écrit qu'elle avait peur, que le fait de savoir que mes parents étaient sous caution lui donnait l'impression qu'ils pouvaient la trouver d'une seconde à l'autre et finir ce qu'ils avaient commencé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir sans vérifier les serrures sur les portes et les fenêtres, que chaque bruit la fait sauter. J'ai regardé le message et essayé de penser à quelque chose de rassurant à dire, mais comment pourrais-je la rassurer quand j'avais aussi peur? J'ai dactylographié qu'ils avaient des moniteurs GPS et qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de nous sans que la police le sache, mais même quand je l'ai envoyé, je savais à quel point ça semblait faible. Les moniteurs ont seulement dit à la police où ils étaient après le fait, pas avant. Si mes parents décidaient de venir nous chercher, les moniteurs ne les arrêteraient pas, aideraient les flics à trouver nos corps plus tard. J'ai supprimé cette pensée avant de pouvoir la taper, et au lieu de dire à Cher que j'étais là si elle avait besoin de parler. Elle n'a pas répondu, et je ne lui ai pas reproché. L'inspecteur Hansen m'a appelé l'après-midi avec une mise à jour qui a empiré tout. Son équipe avait tracé les dossiers d'achat des dernières années et trouvé des reçus montrant que mon père avait acheté des matériaux insonorisés, des chaînes lourdes et un cadenas industriel 3 mois avant la disparition de Chérie. Il avait utilisé de l'argent pour la plupart, mais un achat dans une quincaillerie avait été sur une carte de crédit qu'ils avaient trouvée. Les dates se sont parfaitement alignées, prouvant que ce n'était pas une chose impulsive qui était hors de contrôle comme l'avocat de la défense l'avait suggéré. Mes parents avaient prévu cela pendant des mois, avaient préparé cette salle de sous-sol spécifiquement pour retenir quelqu'un prisonnier. L'inspecteur Hansen a expliqué que cette preuve de préméditation renforcerait considérablement l'accusation, qu'elle montrait de l'intention et de la planification plutôt qu'un crime d'opportunité. Elle m'a demandé si je me souvenais de quoi que ce soit depuis cette période, il y a 3 ans, si mes parents avaient agi bizarrement ou avaient fait de la construction dans la maison. J'ai essayé de revenir en arrière, mais tout était flou, juste des trucs de famille normaux avant que je parte pour l'université. Puis je me souviens que papa a dit qu'il insonorisait le sous-sol pour un home théâtre qu'il voulait construire, et maman se moquait de la façon dont il n'avait jamais terminé ses projets. J'ai dit à l'inspecteur Hansen et l'ai entendu écrire, sa voix douce quand elle a dit que le détail serait important pour le procès. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon lit dans l'abri et je me suis senti malade, pensant à comment ils avaient prévu d'enlever quelqu'un, peut-être Chérie spécifiquement, ou peut-être juste quelqu'un, pendant que je vivais dans cette maison, mangeant avec eux tous les soirs. L'inspecteur Hansen est venu me chercher une semaine plus tard pour me ramener à la maison pour que je puisse récupérer mes affaires. J'avais arrêté, mais j'avais besoin de vêtements, de mon ordinateur portable et d'autres trucs que j'avais laissés là. La cassette de la scène de crime était partie, mais la maison avait toujours l'air fausse, comme si elle était marquée, même s'il n'y avait aucun signe visible. Nous sommes entrés par la porte d'entrée, et l'odeur m'a frappé en premier. Ce parfum familier de la maison qui a maintenant fait tourner mon estomac. Tout semblait exactement comme je m'en souvenais. Le canapé où je regardais la télévision, la table de la cuisine où on mangeait des repas, les photos sur les murs de nous souriant comme une famille normale. Mais maintenant, je pouvais voir des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Les meubles étaient arrangés pour ne pas voir la porte du sous-sol de la plupart du salon. Les photos de famille ont été soigneusement mises en scène. Tout le monde est bien placé. Des sourires qui semblaient réels mais probablement pas. La machine à bruit blanc sur la table du hall que maman a toujours dit l'a aidé à dormir. J'ai traversé la pièce lentement. Inspecteur Hansen derrière moi. Et c'était comme tourner une scène de crime, même si c'était là que j'avais grandi. Chaque coin contenait des souvenirs qui étaient maintenant entassés. Chaque objet me faisait me demander ce que je pensais savoir. Je suis monté dans ma vieille chambre et j'ai commencé à emballer des vêtements dans un sac à dos que 3 m'avaient donné. Mes mains secouèrent alors que je plisais des chemises et des jeans, pensant à la façon dont Chérie avait été dans le sous-sol souffrant pendant que je dormais dans ce lit complètement ignorant. Pendant que je faisais mes bagages, ma main a frappé quelque chose de dur sous une pile de vieux sweatshirts dans mon placard. J'ai sorti une pile de journaux du lycée, le genre avec des couvertures en carton bon marché que j'avais rempli de pensées adolescentes et d'événements quotidiens. Je n'y avais pas pensé depuis des années, mais maintenant j'en ai ouvert un au hasard et j'ai commencé à lire. L'entrée était de la première année, parlant de comment j'avais entendu des bruits bizarres la nuit, comme quelqu'un qui pleurait ou criait loin. Mais quand j'ai interrogé mes parents, ils ont dit que c'était probablement juste les voisins ou les animaux dehors. Une autre entrée a mentionné comment papa s'était mis en colère quand j'ai suggéré d'aller dormir avec des amis, disant que notre maison n'était pas appropriée pour les invités et que je devrais aller chez eux à la place. Une troisième entrée a décrit comment maman avait agi bizarrement autour de Chérie.
Toujours la regarder avec ce regard intense que je ne pouvais pas comprendre. J'ai retourné plus de pages et j'ai trouvé des dizaines de petits détails comme ça, des choses que j'avais écrites puis oubliées parce qu'elles semblaient mineures à l'époque. Mais maintenant que je les lisais tous ensemble, je pouvais voir le modèle que j'avais manqué. Mes parents se méfiaient depuis des années, planifiaient ou cachaient quelque chose, et j'avais trop confiance pour le voir. J'avais raté tous les signes parce que je croyais qu'ils étaient de bonnes personnes, parce que je n'avais jamais imaginé qu'ils pourraient être capables de quelque chose comme ça. Cette réalisation se sentait lourde dans ma poitrine, comme une pierre assise sur mes poumons, rendant la respiration difficile. J'ai montré les journaux à l'inspecteur Hansen, et elle a demandé si elle pouvait les prendre comme preuve. Je les ai livrés, heureux de les avoir hors de mes mains. L'inspecteur Hansen m'a ramené à l'abri avec mes bagages et les journaux dans une boîte à preuves. Avant de sortir de la voiture, elle s'est tournée vers moi avec une expression sérieuse et a dit qu'ils enquêtaient sur l'existence d'autres victimes. Elle a expliqué que les prédateurs comme mes parents ont rarement commencé avec quelque chose d'aussi élaboré que cette prison du sous-sol, qu'ils ont généralement travaillé jusqu'à elle avec le temps avec des crimes plus petits. Elle m'a demandé si je me souvenais d'autres personnes qui avaient disparu de la région, ou si mes parents avaient déjà agi de façon suspecte autour de l'un de mes autres amis, ou s'il y avait eu des absences inexpliquées ou des voyages qu'ils avaient faits. Je me suis assis là à essayer de me souvenir de quelque chose d'utile, de scanner des années de souvenirs maintenant colorés par la suspicion. J'ai pensé à la fille de mon collège qui avait déménagé soudainement. Ou du moins c'est ce que tout le monde a dit. Je me suis souvenu d'un étudiant qui avait disparu de la ville suivante à l'époque où j'étais au lycée. J'ai parlé à l'inspecteur Hansen des deux et elle a écrit les noms et les détails, disant que son équipe examinerait toutes les connexions possibles. Elle m'a remercié et m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait en étant honnête, que chaque information avait aidé. Mais alors que je suis entré dans l'abri avec mes bagages, je n'ai pu m'empêcher de penser à combien d'autres chairesses il y aurait eu, combien d'autres personnes mes parents auraient pu blesser pendant que je vivais dans cette maison, complètement aveugle à ce qu'ils faisaient. 2 jours plus tard, Troy a appelé pour me dire que Cher avait fini son entretien avec l'inspecteur Hansen. Sa voix semblait fatiguée lorsqu'il expliquait qu'il a fallu près de 6 heures parce que Sherry devait parcourir tous les détails de ce que mes parents lui ont fait pendant 3 ans. L'inspecteur construisait une chronologie des événements pour l'accusation et apparemment Sherry s'est souvenu bien plus que quiconque ne s'attendait compte tenu du traumatisme qu'elle a subi. Troy a dit qu'elle était incroyablement forte pendant l'entrevue mais s'est cassée après et Louis qui a rendu ma poitrine serrée parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à la façon dont mes parents ont causé toute cette douleur. Il m'a dit que l'inspecteur était vraiment impressionné par la quantité d'informations spécifiques fournies par Sherry sur les dates, les heures et les incidents particuliers, ce qui aiderait tous à construire l'affaire contre mes parents. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de quelqu'un nommé Solène, qui s'est présenté comme l'assistant du procureur de district qui s'occupe de l'accusation. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour discuter de la stratégie de cas et de mon témoignage possible, et juste entendre le mot témoignage a fait tomber mon estomac. Nous nous sommes rencontrés à son bureau cet après-midi-là et elle s'est assise en face de moi avec un dossier épais et a expliqué que mon témoignage sur le comportement de Sherry et de mes parents quand ils sont rentrés à la maison était une preuve cruciale. Elle devait savoir si je voulais témoigner contre eux au tribunal. Et la façon dont elle a demandé a été claire, c'était une grande décision. Je me sentais physiquement malade de penser à m'asseoir dans une salle d'audience et de parler de mes parents comme de criminels, même si je savais que c'était exactement ce qu'ils étaient. Mais j'ai regardé Solène et lui ai dit que je ferais tout ce qui pourrait aider Sherry obtient justice, même si ça me détruit à l'intérieur. Elle a hurlé et a prévu une autre réunion pour me préparer à ce que le témoignage implique réellement, puis m'a averti que l'avocat de la défense essayerait de me faire paraître peu fiable ou suggérer que j'ai mal compris ce que j'ai vu. Ça m'a fait peur parce que si j'avais dit quelque chose de mal et tout gâché? Roger m'a appelé ce soir-là et sa voix tremblait quand il m'a dit que quelqu'un avait laissé un mot sur la porte de ses parents. La note disait de garder sa bouche fermée sur des choses qui ne le concernent pas, et ce n'était pas signé, mais la menace était très claire. Il en a pris des photos et a tout rapporté à l'inspecteur Hansen tout de suite et elle lui a dit qu'elle le prenait au sérieux. L'inspecteur a envoyé des patrouilles de police dans son quartier et a commencé à enquêter sur ceux qui l'auraient envoyé. Probablement quelqu'un lié à mes parents ou à leur avocat. Roger avait l'air effrayé mais aussi fou, disant qu'il n'allait pas laisser une menace anonyme l'empêcher de faire la bonne chose. 3 jours après, l'inspecteur Hansen a appelé avec les résultats du labo médico-légal. Les sédatifs trouvés dans la boîte de thé correspondaient exactement au composé du sang de Sherry de l'hôpital, ce qui prouve que mes parents l'ont droguée, comme elle l'a dit. Mieux encore, ils ont trouvé l'ADN de mon père sous les ongles de Sherry quand elle s'est battue pendant sa tentative d'évasion.
Les motifs des éraflures et des coupures sur sa cheville alignées parfaitement avec la chaîne qu'ils ont sortie du mur du sous-sol. Et toutes ces preuves ensemble ont peint une image très claire de ce qui s'est passé. L'inspecteur Hansen avait l'air satisfait quand elle m'a dit ça, comme si toutes les pièces cliquaient enfin. Une semaine plus tard, Solène m'a appelé pour me dire que Milo Torres, l'avocat de la défense représentant mes parents, avait conclu un accord de plaidoyer possible. Il a suggéré que mes parents plaident coupables pour réduire les accusations en échange d'une peine plus légère. En gros, essayer d'éviter d'aller au procès. Solène lui a expliqué qu'elle ne lui a absolument pas dit à moins que l'accord incluait un temps de prison sérieux et que mes parents admettent tout ce qu'ils ont fait à Chéri. Elle voulait que je sois au courant de ces discussions, mais a dit clairement qu'elle n'acceptait aucun accord qui laisserait mes parents s'en tirer facilement. J'ai commencé à voir Angela pour des séances de thérapie 2 fois par semaine, et elle m'a aidé à surmonter le chagrin bizarre que j'ai ressenti à perdre mes parents. Pas les perdre à mort, mais les perdre à la vérité de qui ils sont vraiment, ce qui s'est ressenti de pire. Angela m'a appris à respirer quand j'étais débordé et m'a dit que le sentiment de conflit ne faisait pas de moi une mauvaise personne. Elle a dit que c'était normal d'aimer tes parents même quand ils faisaient des choses terribles, et que je n'avais pas à choisir entre soutenir Chéri et pleurer les parents que je pensais avoir. Tard un soir, mon téléphone bourdonnait avec un texto de Cher disant qu'elle ne pouvait pas dormir à cause de cauchemars sur mes parents la retrouvant. Je l'ai appelée tout de suite et nous avons parlé pendant plus d'1 heure pendant qu'elle décrivait les rêves où ils se sont introduits partout où elle séjournait et l'ont traînée jusqu'au sous-sol. Je lui ai promis qu'ils étaient surveillés avec le GPS et qu'ils ne pouvaient s'approcher d'elle. Mais j'entendais la peur dans sa voix et je savais que mes mots semblaient vides. Elle m'a demandé si je pensais qu'ils allaient en prison ou s'ils s'en tireraient avec tout. Et je ne savais pas comment répondre à ça. L'inspecteur Hansen a découvert quelque chose d'intéressant quand elle a sorti les registres d'utilité de la maison de mes parents en 5 ans. La consommation d'énergie a montré des modèles bizarres avec de grandes pointes qui s'alignent avec quand ils faisaient fonctionner l'équipement d'insonorisation et des lumières supplémentaires dans le sous-sol. Les données de l'entreprise électrique ont montré que ces modèles ont commencé environ 4 mois avant la disparition de Chéri, ce qui signifiait que mes parents installaient tout à l'avance. Ces preuves montrent à quel point leur crime est délibéré et combien de ressources ils mettent pour garder Chéri emprisonné sans que personne ne le sache. 3 semaines après l'arrestation de mes parents, Troy m'a appelé pour me dire que le frère de mon père l'avait contacté. Mon oncle voulait savoir si je serais prêt à rencontrer mes parents pour qu'ils puissent expliquer leur version de l'histoire, comme s'il y avait une explication qui ferait l'enlèvement et la torture. Troy m'a dit d'une voix très ferme que les rencontrer était une idée terrible qui pourrait gâcher l'affaire et certainement gâcher ma santé mentale. J'étais complètement d'accord avec lui et je lui ai dit de dire non à mon oncle sans que je doive lui parler directement parce que je n'avais rien à dire à quiconque défendant ce que mes parents ont fait. Quelques jours plus tard, Roger a appelé pour demander si nous pouvions nous retrouver dans un café près de l'abri, quelque part neutre où nous pourrions parler sans que l'ombre de mes parents nous pende. J'y suis arrivé en premier et je me suis assis dans le coin arrière avec mes mains enveloppées autour d'une tasse que je ne buvais pas, j'avais juste besoin de quelque chose à tenir. Roger a marché en regardant fatigué mais déterminé, et il a glissé dans le siège en face de moi sans rien commander. Il m'a dit que la chose de la note menaçante avait vraiment foiré avec sa tête au début, lui a fait se demander si témoigner valait le risque pour sa famille. Mais il a pensé à Chéri enchaîné dans ce sous-sol pendant 3 ans et a réalisé que rester silencieux ferait de lui une partie du problème. Il s'est engagé à témoigner quoi qu'il arrive. Qu'il a vu ce qu'il a vu et dire la vérité était la seule option. Sa loyauté m'a frappé durement parce que la plupart des gens de ma vie ancienne avaient disparu une fois que les nouvelles ont éclaté. Comme les crimes de mes parents m'ont rendu toxique par association. J'ai atteint la table et pris sa main, lui disant qu'il était un meilleur ami que je ne le méritais. Et il s'est juste serré la tête et a dit que ce n'était pas à propos de mérite. Il s'agissait de faire ce qui est juste. Nous nous sommes assis là pendant un certain temps, sans dire grand-chose, juste existant dans le même espace sans le poids d'expliquer ou de justifier. Et c'était comme le premier moment normal que j'avais eu depuis des semaines. 2 jours après cette réunion, quelqu'un a frappé à ma porte à l'abri et m'a remis une enveloppe avec mon nom écrit dans l'écriture de maman. Mes mains ont commencé à trembler avant même que je l'ouvre parce que je savais qu'elle n'était pas censée me contacter du tout. À l'intérieur était une lettre sur la papeterie florale, la bonne mère toujours utilisée pour remercier les notes et les cartes d'anniversaire, et voir son écriture familière a fait mon estomac torsion. Elle a écrit qu'elle m'aimait plus que tout et tout ce qu'il faisait était de protéger Chéri d'elle-même, que Chéri était venu leur parler de la fin de sa vie, et ils ne pouvaient pas laisser cela arriver. La lettre ajoutait comment ils essayaient d'aider Cher travail sur ses problèmes dans un environnement sûr, comment la chaîne n'était que pour sa propre protection, comment ils lui ont donné nourriture, confort et soins.
Chaque phrase était une manipulation, réécrire 3 ans de torture comme une sorte d'intervention, et je me sentais malade de la lire. Elle a terminé par un appel pour que je la rende visite, pour qu'elle s'explique en personne, pour se rappeler qu'elle était encore ma mère qui m'avait toujours aimé. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone et j'ai immédiatement appelé l'inspecteur Hansen, ma voix tremblant alors que j'expliquais ce qui venait d'être livré. L'inspecteur m'a dit d'apporter la lettre au poste tout de suite et de ne pas répondre à maman. L'inspecteur Hansen m'a rencontré dans le hall quand je suis arrivé et j'ai pris la lettre avec des mains gantées, la plaçant dans un sac de preuves tandis que j'ai expliqué comment elle avait été livrée par quelqu'un que je ne connaissais pas. Elle a tout documenté, prenant ma déclaration sur la réception et photographiant mes photos de téléphone comme sauvegarde. Puis elle a appelé quelqu'un au palais de justice pour signaler l'absence de violation de contact, sa société vocale en décrivant la violation manifeste des conditions de libération sous caution. Elle m'a dit que c'était sérieux, que les juges ne prennent pas gentiment les accusés qui ignorent les ordonnances du tribunal, et que la caution de maman serait probablement révoquée. J'ai senti ce mélange bizarre de soulagement et de culpabilité, sachant que ma mère retournerait en prison, mais aussi sachant qu'elle l'avait fait en essayant de me manipuler. L'inspecteur Hansen m'a ramené à ma voiture et m'a rappelé que la lettre de maman était juste plus une preuve de son comportement de contrôle, que les parents aimants n'éblouissent pas leurs enfants sur l'enlèvement et la torture. L'audience de révocation de la caution a été prévue pour la semaine suivante, et 3 a appelé pour demander si je voulais y assister, même si je n'étais pas obligé d'être là, j'ai dit oui parce que j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de surveiller le système pour que mes parents rendent compte de quelque chose. La salle d'audience était plus petite que prévu. Juste le juge, le personnel du tribunal, les avocats et ma mère en combinaison orange avec ses mains menottées. Solène a présenté la lettre comme preuve de la violation, expliquant comment maman avait contourné l'ordre de non-contact en utilisant un intermédiaire pour livrer son message manipulateur. Monsieur Torres a essayé d'affirmer que maman n'était qu'une mère qui s'adressait à sa fille, que la détresse émotionnelle d'être séparée avait obscurci son jugement. Le juge l'a coupé et a dit que les conditions de libération sous caution existaient pour une raison, que maman avait explicitement reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec moi et avait délibérément violé cet ordre. Il a révoqué sa caution juste là, l'ordonnant de retourner en prison jusqu'au procès. Et j'ai vu que les officiers l'avaient emmenée. Elle m'a regardé avec cette expression blessée comme si je l'avais trahi, et j'ai dû regarder mes mains pour éviter ses yeux. Papa était toujours en liberté sous caution, mais avec une surveillance encore plus stricte, et le juge a averti que toute violation de lui entraînerait aussi une révocation immédiate. Après l'audience, 3 m'a emmené rencontrer Chéri à son bureau pour qu'il puisse déposer une ordonnance de protection contre mes 2 parents. Chéri avait l'air mieux que la dernière fois que je l'avais vue, moins creuse et plus présente, même si elle avait encore cette lassitude dans les yeux comme si elle s'attendait à quelque chose de terrible à tout moment. 3 a expliqué qu'une ordonnance de protection interdirait légalement à mes parents de venir à moins de 500 pieds d'elle ou de tenter tout contact avec des sanctions pénales s'ils enfreignaient. Cher a signé la paperasse avec des mains fermes et a répondu à toutes les questions de 3 sur les menaces que mes parents avaient faites à l'égard de sa famille. Le tribunal a rendu l'ordonnance le même jour, compte tenu des circonstances de son enlèvement et de l'affaire pénale en cours. 3 a donné Cher une copie de l'ordonnance et a expliqué qu'elle devrait la porter avec elle et appeler le 911 immédiatement si mes parents ont essayé de la contacter ou sont venus quelque part près d'elle. Elle plie soigneusement les papiers et les met dans son sac, et je vois une partie de la tension quitter ses épaules, sachant qu'il y avait au moins cette barrière légale entre elle et eux. L'inspecteur Hansen m'a appelé pour une autre déposition enregistrée quelques jours plus tard. Cette fois, je voulais me concentrer sur le comportement de mes parents tout au long de mon enfance. Je me suis assis dans la même salle d'entretien qu'auparavant et j'ai essayé d'organiser mes souvenirs en quelque chose de cohérent et utile. J'ai décrit comment mes parents avaient progressivement coupé le contact avec les frères et sœurs de mon père au sujet d'un argument que je n'avais jamais compris. Comment ils m'ont découragé d'inviter des amis et ont toujours eu des excuses pour la maison étant malsain ou ils étant trop occupés. Je lui ai parlé de leur obsession de la vie privée, comment ils avaient installé des serrures supplémentaires sur toutes les portes et avaient des caméras pointées sur l'allée, comment ils ont toujours voulu savoir où j'étais et avec qui j'étais. L'inspecteur Hansen m'a demandé s'ils avaient déjà contrôlé mes amitiés, et je me suis souvenu qu'ils m'auraient subtilement découragé de m'approcher trop de Chéri, de faire des commentaires sur sa mauvaise influence ou sur le besoin. En y repensant à travers cette nouvelle lentille, je voyais qu'ils s'occupaient de leur environnement depuis des années, installant des conditions où ils pouvaient cacher quelqu'un dans le sous-sol sans que ses voisins ou sa famille se méfient. L'inspecteur a tout enregistré et m'a dit que ce schéma d'isolement et de contrôle aiderait à établir leur état d'esprit prédateur pour la poursuite. Solène a prévu des réunions séparées avec Cher pour nous préparer à la possibilité d'un procès.
Et le mien est arrivé le premier mardi après-midi dans son bureau en ville. Elle s'est assise en face de moi avec une plaque légale et a expliqué exactement ce qu'un procès impliquerait de la sélection du jury par le témoignage au moyen du verdict. Elle m'a expliqué le genre de questions que la défense pourrait poser, comment elle pourrait essayer de suggérer que je me trompais sur ce que j'ai vu ou que j'avais une raison de mentir sur mes parents. Solène m'a dit que les avocats de la défense s'attaquent parfois à la crédibilité des témoins en soulevant des questions ou des incohérences dans leurs déclarations, en essayant de faire douter le jury de leur fiabilité. Elle a été honnête que les procès sont des expériences traumatisantes qui doivent témoigner sur les crimes de vos parents devant une salle d'audience pleine d'étrangers prend un lourd tribut émotionnel. Mais elle a aussi dit que la preuve dans cette affaire était si forte qu'elle s'attendait à ce que la défense accepte finalement un accord de plaidoyer plutôt que de risquer un procès qu'elle ne pourrait gagner. Je lui ai demandé ce qui arriverait s'ils allaient au procès, et elle a dit que Cher et moi devrions témoigner pour la trouver dans le sous-sol et tout ce qui s'est passé après. La pensée m'a rendue nauséeuse, mais je lui ai dit que je le ferais si c'était ce qu'il fallait. Au cours des prochaines semaines, l'équipe de Solène a compilé tout ce qu'elle avait dans un dossier massif qui a apparemment rendu la condamnation presque certaine. Les relevés d'utilité ont montré les étranges habitudes de consommation d'énergie au sous-sol. Les reçus d'achat ont prouvé que mon père avait acheté toutes les mesures d'insonorisation et de retenue des mois avant la disparition de Chéri, et les preuves médico-légales ont tout lié avec l'ADN et les documents de blessures. Les dossiers médicaux de l'hôpital décrivaient chaque blessure et montraient la malnutrition et les traumatismes psychologiques causés par une captivité prolongée. Les entretiens de l'inspecteur Hansen avec moi, Roger et Chéri ont fourni un témoignage oculaire sur la découverte et les réactions de mes parents. 3 avaient des déclarations de Chéri au sujet de la torture et des menaces, et même les teints de thé avec des résidus séditifs avaient été testés et jumelés à des composés trouvés dans le sang de Cher. Solène m'a dit que Milo Torres avait recommencé avec une offre plus sérieuse, ce qui a suggéré que mes parents acceptaient finalement qu'ils ne pouvaient pas gagner au procès. Elle a dit qu'elle considérerait toute offre qui comprenait un temps de prison important et l'admission complète de culpabilité, mais elle n'était pas intéressée à les laisser minimiser ce qu'ils avaient fait. Les accusations officielles ont été finalisées cette fois, et Solène m'a appelé pour m'accompagner dans chacune d'elles. Kidnapping au premier degré parce qu'ils avaient pris Chéri par la force et l'a maintenu pendant plus de 12 heures dans l'intention de nuire. Faux emprisonnement pour l'avoir enfermé au sous-sol pendant 3 ans, agression aggravée pour les tortures physiques qu'elle avait subies, administration de drogue sans consentement pour les sédatifs qu'ils avaient utilisés pour la capturer. Chaque accusation a porté un temps de prison grave, et Solène a expliqué que l'accusation demandait des peines consécutives plutôt que simultanées, ce qui signifiait que les peines s'accumulaient l'une sur l'autre au lieu de courir en même temps. Elle a estimé que mes parents feraient face à au moins 20 ans et peut-être beaucoup plus selon la façon dont le juge les a condamnés. En entendant les accusations spécifiques formulées comme cela, tout se sentait plus réel et définitif, comme le système juridique prenait cela au sérieux au lieu de simplement passer par d'émotions. Les négociations ont pris de l'intensité au cours des 2 prochaines semaines avec Milo Torres poussant fort pour des peines simultanées qui réduiraient le temps réel de mes parents en prison. Solène m'a dit qu'il essayait aussi de les amener à ne pas admettre toute la portée de ce qu'ils avaient fait, voulant la caractériser comme une situation qui est sortie de la main plutôt que de torture délibérée. Elle est convaincue que tout plaidoyer doit inclure une allégation complète, ce qui signifie que mes parents devraient se présenter au tribunal et admettre tous les éléments de leur crime au dossier. Pas de minimi, pas d'excuses, pas de reformulation autre chose que l'enlèvement et la torture. Milo a continué à revenir avec des offres révisées, et Solène a continué à les rejeter parce qu'ils n'incluaient pas assez de temps de prison ou de pleine responsabilité. Elle m'a mis à jour après chaque séance de négociation, et je lui ai dit de ne rien accepter qui laisse mais.